Alors, bienvenue à notre session d'été, de printemps, des matinées du savoir. Alors, le sujet qu'on a choisi, c'est quelque chose que, comme je suis un médecin de famille, moi, ce n'est pas de nouvelles, bonne nouvelle, loin du cœur. Je ne me souviens plus ce qui se passe quand je n'ai pas mes résultats devant moi. Alors, on a réalisé que ce serait peut-être quelque chose qui serait super intéressant à voir. Alors, on a deux grandes invités. Alors, je vais faire ma joke plate là, de Dupont et Dupont. Alors, on a Catherine et Catherine. Catherine avec un C, Catherine avec un K. Alors, les deux sont excellentes. Alors, c'est mon honneur de vous les présenter. Alors, ma première invitée, c'est Dr. Catherine Pang, Catherine avec un C, qui est pédiatre au Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario à Chio et qui est professeure agrégée de pédiatrie au département de pédiatrie de l'Université d'Ottawa. De 2014 à 2021, elle est la directrice de la recherche pour la division de pédiatrie à Chio. Elle a également fondé et présidé le programme de recherche de résidence en pédiatrie de l'Université d'Ottawa. Dr. Pang est aussi la présidente du comité de nutrition et de gastro-entérologie de la Société canadienne de pédiatrie de 2018 à 2021. Elle pilote à ce titre plusieurs initiatives en promotion de la santé et défense des intérêts des patients, en particulier en ce qui concerne l'allaitement, l'obésité et la saine alimentation. Alors, bienvenue avec nous, Dr. Pang. Notre prochaine, Catherine avec un K, est Dr. Catherine Larivière, qui a obtenu son baccalauréat en sciences et ainsi qu'une maîtrise en sciences à l'Université d'Ottawa, avant d'obtenir son doctorat en médecine et de terminer sa résidence de médecine familiale à l'Université d'Ottawa. Dans le cadre de sa pratique familiale, elle a effectué des visites à domicile, prodiguait des soins palliatifs ainsi que des soins aux patients hospitalisés et se concentrait dans le domaine de la gériatrie. Elle a participé à des initiatives visant l'éducation et le bien-être des résidents et a suivi une formation en amélioration de la qualité. Avant de se joindre à la CPM en 2017, Dr. Larivière a travaillé comme universitaire, médecin de famille à temps plein et directrice du site du programme de résidence au département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Alors, bienvenue aussi à toi, Catherine. Je vous laisse juste avant. Les questions, on peut les mettre dans les chats. Et on va les répondre. Mais si jamais il y avait des questions brûlantes, laissez-nous savoir, puis levez la main, puis on va y répondre. Alors, je vous laisse, mesdames. Merci beaucoup, Lynn, et puis bonjour à toutes et à tous. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et puis, bien, merci de nous avoir invités à venir discuter avec vous. Avant de commencer, je tiens à souligner que je suis actuellement située à Ottawa et que je vous parle donc du territoire traditionnel non cédé et non abandonné de la nation algonquin Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Donc, j'honore et je rends hommage à ces terres ainsi qu'à toutes les Premières Nations, aux Inuits et aux Métis de l'île de la Tortue. Donc, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, je suis pédiatre, je travaille en milieu hospitalier au CHIO depuis plus de 15 ans maintenant. Catherine, je vais te laisser dire quelques mots aussi. Je pense que Lynn a tout présenté. Je suis médecin de famille et je travaille à la CPM depuis 2017. On n'a aucun conflit d'intérêt à divulguer, autre que d'être employé rémunéré de la CPM. On fait toutes les deux partie du comité de planification scientifique de la CPM et Catherine fait aussi partie de celui de SAGES, qui est une filiale de la CPM. Cette présentation contient des fins pédagogiques, des cas qui sont fondés sur des événements réels. Ils ont été modifiés ou anonymisés afin d'assurer la protection des renseignements personnels des personnes en cause. Mais on vous demanderait donc de vous abstenir de photographier, d'enregistrer ou de diffuser ces cas pour protéger la vie privée de nos patients. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler des systèmes de suivi de résultats d'examen. Vous vous demandez peut-être si une pratique particulière est acceptable ou quelle est la meilleure façon d'utiliser votre système de DME ou quelles sont les meilleures approches pour le suivi des résultats d'examen. On vous relance par contre qu'on n'est pas ici pour vous proposer des solutions toutes faites et ce n'est pas la CPM qui établit les normes. On voudrait aussi souligner que chaque pratique est différente et demande des approches et des solutions qui lui seront spécifiques. Donc, en gardant ça en tête, on va tout d'abord décrire les responsabilités du médecin par rapport au suivi des résultats d'examen. On va aussi définir qu'est-ce qui constitue un effort raisonnable afin d'assurer le suivi des résultats d'examen. Et puis finalement, on va discuter des éléments d'un système de suivi des résultats d'examen qui favorise les soins médicaux sécuritaires.
Au courant de la présentation, on va aussi vous demander de participer de temps en temps pour rendre la session un petit peu plus interactive. On va vous poser des questions sous forme de sondage et puis des fois, on va vous demander de mettre vos commentaires dans la fenêtre de chat. Les réponses au sondage sont complètement anonymes, c'est-à-dire qu'on va savoir le pourcentage de gens qui ont choisi chaque réponse, mais on ne saura pas qui a répondu quoi. Alors, on va commencer avec une première question de sondage. Si on peut lancer le premier sondage. Puis c'est vraiment simplement pour en connaître un peu plus sur vos opinions. Il n'y a pas de bonne réponse, puis on va discuter un peu plus des sujets durant la présentation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pas de nouvelles bonnes nouvelles, c'est un système adéquat pour le suivi des résultats? On va donner quelques moments pour y répondre. Ah, Catherine, je vois les réponses rentrer. Oui, ça rentre vite. Je pense que c'est tout. Yeah. Oui. OK. Je pense qu'on va terminer le sondage ici. On va partager les résultats. Ah oui, on voit des réponses un petit peu partout. Oui, on voit quand même une étendue. Il y en a certains d'entre vous qui pensent que c'est correct, puis il y en a d'autres qui disent que non, ce n'est pas du tout acceptable. Alors, on va revoir ça. Donc, on va maintenant passer à une deuxième question de sondage. Encore une fois, je vous répète, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment juste pour savoir un petit peu plus qu'est-ce que vous pensez, puis on va y revenir plus tard. Donc, on va lancer la question numéro 2. Là, tout ce que je vois, c'est la question numéro 1. Moi. Oui, donnez-moi juste un petit instant. Pas J'ai de un problème. petit souci technique. Je vous reviens tout de suite. Aucun problème. Donc, ça va vous donner le temps de lire la question en attendant que la question arrive. Donc, on parle des patients qui ont une responsabilité face au suivi de leurs examens. On vous donne quelques secondes encore une fois pour répondre. Encore une fois, les réponses rentrent rapidement. Catherine, c'est super. Tout le monde est bien réveillé, même si c'est de bonne heure. Ils doivent tous avoir leur café déjà. OK, on est rendu à une trentaine de réponses. Donc, encore une fois, on va partager. On a encore une étendue de réponses de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. C'est intéressant. On va pouvoir en parler un petit peu plus long, un petit peu plus au courant de la présentation. C'est peut-être des questions de la CPM aussi, avec toujours des exceptions et des conditions. Alors, une dernière question de sondage pour commencer. Puis, encore une fois, on va en discuter un peu plus au courant de la présentation. Alors, la troisième question, je ne peux pas être tenu responsable de résultats que je n'ai jamais vus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a qui pensent que ce n'est pas du tout vrai. Il y en a qui pensent que sont tout à fait d'accord. On va vous montrer les résultats dans juste un petit moment. C'est vraiment des résultats intéressants. On a vraiment une étendue de réponses, Catherine. OK, je vais arrêter le sondage. Alors, encore une fois, toute une étendue. Alors, je pense que ça va valoir la peine de discuter des subtilités de la question. Hein? Je pense que oui. OK, donc pour débuter, j'aimerais partager une vidéo avec vous. On va écouter Dr. Lalani qui nous raconte son expérience personnelle par rapport à un résultat manqué. Un examen avait été demandé. C'est moi qui l'avais demandé. Mais l'hôpital n'a jamais fixé le rendez-vous. La patiente ne m'a pas contactée pour m'aviser qu'elle n'avait pas reçu de rendez-vous pour cet examen. Quelques années plus tard, lorsque nous avons finalement effectué l'examen dans le cadre du dépistage, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un cancer. Je me suis sentie vraiment mal d'avoir à faire face à cette patiente pour lui donner ce résultat, tout en ayant le sentiment que je devais lui présenter des excuses. OK. Il a juste accroché, hein? La vidéo? Ou lui justifier pourquoi je n'avais pas fait de suivi après avoir demandé l'examen. Je me suis dit que je ne voulais jamais plus me retrouver dans une telle situation. Même si l'erreur s'est produite à l'extérieur de mon cabinet et que je suis convaincue d'avoir fait mon devoir en demandant le bon test de dépistage, je me suis rendu compte que je demeurais tout de même responsable de m'assurer que le test avait été fait et que je ne voulais plus me retrouver à donner de mauvaises nouvelles à un patient parce que le système avait échoué. Alors, avant vraiment de se lancer dans les détails, on veut vraiment se rappeler des raisons pour lesquelles on discute du sujet de suivi de résultats de test.
pourquoi est-ce que c'est tellement important de s'assurer que les résultats sont suivis? Bien, c'est sûr que c'est important du côté médico-légal. C'est pour ça qu'on vient ici à partir de la CPM pour vous parler du sujet. Mais ultimement, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les patients ont des soins de bonne qualité et des soins sécuritaires en fin de ligne de compte. On veut agir dans leur meilleur intérêt. Puis le système de santé est vraiment tellement complexe. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est facile de perdre le fil si on n'a pas un bon système en place pour s'assurer du suivi des tests qu'on demande. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On n'a pas toutes les réponses toutes faites, comme Catherine vous a dit au début, mais on pourra discuter de certaines façons qu'on peut diminuer les risques de préjudice aux patients, surtout en ce qui a trait au suivi des résultats d'examen. Donc, peu importe notre lieu de pratique, on sait qu'on a une obligation légale, professionnelle et déontologique d'assurer le suivi du résultat des examens qu'on demande. Lorsqu'on pose une question ou qu'on demande un examen, on peut présumer qu'on va y donner suite. En principe, c'est difficile de s'opposer à ce raisonnement-là, mais la difficulté vraiment réside dans la mise en pratique. Par exemple, qu'est-ce qui arrive si on rencontre un patient aux urgences puis qu'on n'assure pas personnellement son suivi, ou si un patient insiste pour subir un examen qui, selon nous, n'est pas vraiment nécessaire? D'une façon ou d'une autre, selon les collèges et les tribunaux, si on est le médecin prescripteur, on est responsable du résultat. Mais cette tâche-là, elle peut être déléguée. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être nous. On n'a qu'à s'assurer qu'un plan est en place pour que le suivi soit fait. Par contre, si on délègue le suivi, ça doit être fait de façon claire et de façon efficace. La personne à qui on confie la tâche doit connaître les mesures à prendre et convenir d'un plan. Puis, l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario est vraiment très clair sur le sujet. Il y a une politique vraiment assez explicite sur la gestion des examens. Ce qu'on aimerait souligner, c'est que le Collège n'impose pas une approche en particulier, mais la politique stipule que tous les médecins doivent disposer d'un système efficace de gestion des résultats et que les médecins qui ne sont pas responsables de leur système de gestion des résultats, eux doivent être confiants que le système qu'ils utilisent est adéquat et sécuritaire. Alors, ce qui peut vraiment rendre le problème imposant, le problème de suivi des résultats, c'est que c'est très, très complexe. Il y a plusieurs étapes. Pour essayer de simplifier les choses, on peut résumer le processus en 7 étapes distinctes que vous voyez à l'écran. Cette représentation schématique nous vient de l'AHRQ, ou l'Agency for Healthcare Research and Quality des États-Unis, puis on l'a adapté au contexte de système de soins du Canada. Alors, le continuum commence à gauche avec la prescription de l'examen, puis se termine par le suivi du patient tout à fait à droite où on a la chance de boucler la boucle. Si on examine de plus près chaque étape du continuum, on peut plus facilement s'imaginer comment des résultats peuvent être perdus ou tomber en deux chaises à n'importe quelle étape du processus. Puis pour compliquer les choses, d'autres professionnels de la santé viennent se joindre au système, puis d'autres employés, puis d'autres systèmes en plus peuvent être impliqués. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, tout manquement ou toute erreur ou faute à l'une ou l'autre de toutes ces étapes-là peut avoir de graves conséquences aux prochaines étapes. Alors, un des moyens possibles pour réduire le risque qu'un manquement nuise à l'ensemble du processus consiste à mettre en place des mesures de sauvegarde à plusieurs étapes du continuum. Puis, ce qu'on envisage, c'est ça. Quand on envisage la fiabilité ou la sécurité de notre système de suivi, c'est important d'avoir un système qui nous permet de non seulement tenir compte de nos propres actes, mais de tenir compte des interactions de notre système avec les autres personnes du système de santé, puis avec le système de santé plus large. Catherine va commencer par nous présenter un cas à titre d'exemple. OK, donc on va commencer avec l'histoire de Mme Savard, qui est une femme de 55 ans. Mme Savard, c'est aussi une fumeuse. Et puis récemment, elle a remarqué une aggravation de sa toux, puis elle se sent plus fatiguée. Elle dit qu'elle n'a pas vraiment le temps de s'alimenter sainement parce qu'elle est pas mal occupée, puis elle prend soin de certains membres de sa famille qui sont malades. Elle consulte son médecin de famille au sujet de sa toux. Le médecin l'examine, puis perçoit un sifflement à la base des poumons ainsi que des râles crépitants des deux côtés. Il demande une radiographie des poumons, puis il dit à Mme Savard qu'il va l'appeler si on découvre quelque chose d'important. Mme Savard ne reçoit aucun appel concernant les résultats de la radiographie. Elle rencontre son médecin de famille plusieurs fois au courant des mois suivants. 18 mois plus tard, Mme Savard développe une hémoptysie puis elle se rend à l'urgence pendant la fin de semaine. Elle est vue à ce moment-là par un urgentologue qui demande une radiographie pulmonaire. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a une masse au poumon qui est décelée. Le radiologue indique aussi dans son rapport que la masse était visible à la radiographie précédente et que sa taille a augmenté depuis. Donc, l'urgentologue informe Mme Savard du résultat,
puis lui conseille d'effectuer un suivi auprès de son médecin de famille. Madame Savard, à ce moment-là, rencontre son médecin de famille, puis elle l'interroge au sujet du résultat de la radiographie précédente. Le médecin de famille est incapable de trouver le rapport d'examen dans le dossier de la patiente. Il réalise qu'il n'a jamais reçu le résultat de la radiographie pulmonaire initiale qui démontrait clairement une masse pulmonaire. Une investigation médico-légale découvre que le rapport avait été envoyé à une cardiologue qui portait le même nom que le médecin de famille. Malheureusement, la cardiologue a ignoré le rapport puisqu'elle ne connaissait pas le nom de la patiente et elle n'a pas effectué de suivi à ce sujet. Madame Savard finit par recevoir un diagnostic de cancer de stade 4. Elle reçoit de la chimio, mais elle décède des séquelles de son cancer 10 mois plus tard. La famille de la patiente intente une action en justice contre le médecin de famille à ce moment-là. Et puis l'action allègue que le médecin de famille avait commis une faute professionnelle lorsqu'il a omis de faire suivi du résultat de la radiographie et que cette omission a entraîné un délai du diagnostic. Les experts qui ont été consultés pendant l'action en justice étaient d'avis que la tumeur aurait été opérable si le diagnostic avait été fait plus tôt. Donc, ce qu'on aimerait vous demander maintenant, on va vous demander de participer dans la fenêtre chat. C'est selon vous, à quelle étape du continuum vous pensez que se sont manifestés les problèmes dans les cas de sa patiente, de cette patiente-là? Oh, je m'excuse, j'ai dit qu'on allait vous demander de faire ça dans le chat, mais en fait, c'est une question sondage. Donc, à quelle étape vous pensez que s'est produit le manquement? OK, je pense qu'on avait l'intention que ce soit que vous pouviez en choisir plusieurs, mais vous pouvez juste choisir celui que vous pensez le plus important sur la question. Puis, Serge, merci de votre question dans la fenêtre de chat. On va en parler tout à fait. Alors, si on ne finit pas par répondre à ton inquiétude par la fin, rappelle-nous dans la période de questions. On va donner quelques moments parce qu'il y a plusieurs réponses un peu longues. OK, peut-être qu'on peut montrer les résultats, hein, Catherine? Oui. Pas trop s'attarder. Alors, vous avez clairement constaté, vous voyez qu'il y a une étape où peut-être ça a l'air plus évident qu'il y a eu un manquement ou une erreur, mais vraiment, on peut observer qu'il y a eu des problèmes à plusieurs étapes. De la même façon, on observe souvent plusieurs facteurs contributifs dans les cas qu'on voit à la CPM. Oui, puis ce qu'on doit principalement retenir aussi, c'est que même si le continuum vous est présenté d'une façon de représentation graphique qui est quand même simple et conviviale, toutes les étapes qui présentent sont vraiment intimement reliées et un préjudice produit généralement lorsqu'un manquement a lieu à plusieurs étapes. Alors, en revenant à notre continuum, on peut voir que dans l'histoire du cas de Mme Savard, il y a eu entre autres une faille à l'étape de l'envoi du test au médecin. Il y a eu un problème qui a ensuite entraîné un préjudice à la patiente. Mais ce qu'on peut aussi tirer de cette image-là, c'est que même si chaque étape comporte un risque de préjudice, c'est aussi une occasion de prévenir un préjudice, comme l'illustre la tranche de fromage suisse qui vient bloquer un problème ou une erreur. Il y a aussi la possibilité d'ajouter d'autres barrières de sécurité redondantes pour arriver à atténuer les faiblesses des systèmes. On aurait peut-être ici évité un délai significatif au diagnostic en ayant ajouté des mesures additionnelles, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, avant de continuer, on va vous poser une autre question. J'aimerais faire une pause de quelques secondes pour vous demander une question par rapport au cas de Mme Savard. Donc, on va lancer la question 4. Donc, dans le cas dont on a discuté, qui, selon vous, porte la responsabilité de l'issue de la patiente? Encore une fois, je pense qu'on voulait, on espérait avoir une question avec plusieurs choix, mais vous pouvez juste simplement sélectionner la personne que vous pensez qui était le plus responsable dans l'histoire. Les réponses rentrent vraiment vite ce matin. OK, ça ralentit un petit peu. Donc, on va terminer le sondage, partager les résultats. Donc, on a vraiment, encore une fois, une étendue de réponses. Et puis, le but de cette question-là, par exemple, ce n'est pas de blâmer une personne en particulier, mais c'est plutôt d'illustrer que souvent, la responsabilité est partagée. C'est pour ça que c'est encore plus important donc d'avoir un système de suivi de résultats avec des redondances parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent être impliqués dans chacun des cas. Puis vraiment, ce que les tribunaux nous disent, c'est que peu importe la situation, si un médecin prescrit un test ou une investigation, il ou elle doit s'assurer que des mesures sont en place pour assurer le suivi,
ou un système de suivi. Puis lorsqu'un médecin reçoit un rapport, il ou elle a l'obligation de mettre des efforts raisonnables pour donner suite à une anomalie, surtout si cette anomalie-là est grave et peut donner suite à des conséquences sérieuses. Et pour ce qui est des résultats reçus par erreur, l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario est très clair. Il stipule que les médecins qui reçoivent par erreur un résultat de test critique ou significatif sur le plan clinique doivent informer le laboratoire ou l'établissement de diagnostic de l'erreur. Alors, ça donne bien de revenir maintenant à la question qu'on a posée au tout début. Mais les patients, eux, est-ce qu'ils ont une responsabilité dans tout ça de faire un suivi s'ils ne sont pas capables de faire passer leur test ou s'ils ne reçoivent pas de nouvelles? Encore une fois, ce que les tribunaux nous disent, c'est que si les patients ont un rôle à jouer dans le suivi de leurs résultats d'examen, cette tâche demeure quand même la responsabilité du médecin prescripteur. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi un examen particulier n'est pas réalisé. Par exemple, un patient peut décider de ne pas subir l'examen en question. Les patients sont autonomes, on ne peut pas les forcer. C'est leur droit de prendre des décisions concernant leurs soins. Par contre, la responsabilité du médecin, c'est de s'assurer que la décision de subir un examen ou non est éclairée, c'est-à-dire que le patient dispose de tous les renseignements dont il a besoin pour prendre cette décision-là. Et cette discussion qu'on a avec le patient doit absolument être consignée au dossier. Même si on peut s'attendre à ce qu'un patient qui n'arrive pas à obtenir l'examen prescrit communique avec son médecin ou qui consulte son médecin après l'examen pour obtenir le résultat, on sait tous qu'il y a des fois où ça n'arrive pas, pour quelque raison que ce soit. Ultimement, même si la responsabilité peut être partagée, le médecin qui demande l'examen est rarement déchargé de son obligation de faire le suivi des résultats d'examen qu'il a prescrits. On a parlé il y a quelques minutes de faire un effort raisonnable pour faire un suivi de résultats. Mais Catherine, je pense que ça vaut la peine de parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire exactement un effort raisonnable. Alors, on se trouve souvent dans la position difficile d'essayer d'écrire ou de définir c'est quoi. Alors, le concept d'effort raisonnable, c'est vraiment un concept qui est difficile à définir avec exactitude, puis à l'avance. Il est souvent déterminé après les faits. Souvent, la question se pose après un préjudice ou après une plainte. Puis en fin de compte, c'est qu'on n'a pas une obligation de perfection. On peut aussi dire qu'on a une obligation de moyens, mais non de résultats. Alors, quand on pense à un effort raisonnable, quant au suivi des résultats, on peut penser à l'idée que notre système n'est pas nécessairement parfait, mais qu'on doit démontrer qu'on fait des efforts pour mitiger ou atténuer les erreurs qu'on peut voir venir, les grandes lacunes peut-être ou les places où on peut voir plus de risques. On doit démontrer qu'on a fait l'effort d'anticiper les étapes qui pourraient mener à des difficultés de suivi, puis de planifier certaines solutions possibles. Pour un résultat individuel, l'effort qu'on déploie doit tenir compte des caractéristiques du patient ainsi que des circonstances, puis ça dépend de l'urgence et de la gravité de la situation. Puis en plus, c'est toujours essentiel de consigner nos efforts au dossier. Alors clairement, un effort raisonnable serait différent pour un résultat d'une formule sanguine reçue pour un patient qu'on n'a jamais vu que pour un résultat de biopsie qui démontre un mélanome pour le même patient. Qui décide? Comment on fait cette détermination-là de l'effort raisonnable? Bien, souvent, la cour ou le collège vont se fier aux opinions d'experts qui sont d'autres médecins qui exercent dans un contexte semblable. Alors, en résumé, le concept de soins raisonnables est établi en considérant qu'est-ce qu'un autre médecin avec une pratique semblable à la nôtre et avec une expérience semblable pourrait considérer comme étant raisonnablement diligent et prudent. Je pense que ce qui va aider, c'est de discuter de quelques cas pour illustrer ce concept-là d'effort raisonnable. Donc, on va commencer avec le cas d'une interniste qui demande à un collègue de la remplacer pendant son absence de quelques semaines. Donc, le remplaçant voit une patiente qui présente avec une élévation des enzymes hépatiques et demande une échographie. L'échographie montre une masse rénale possible. Donc, le remplaçant discute du résultat de l'échographie avec la patiente et prévoit une tomodensitométrie dans un hôpital local. Il y a un rendez-vous de suivi qui est fixé pour 4 semaines plus tard. Le remplaçant, entre-temps, termine son contrat avant le rendez-vous de suivi de la patiente et l'interniste reprend sa pratique. 4 semaines après la tomodensitométrie, la patiente se présente à la clinique de l'interniste tel que prévu et demande le résultat de son examen. L'interniste ne savait pas que l'examen avait été demandé et remarque que le rapport final ne se trouve pas dans le dossier de la patiente. Donc, l'interniste demande à l'adjointe administrative de la clinique à ce moment-là de communiquer avec le service de radiologie de l'hôpital pour obtenir le rapport de la tomodensitométrie. Elle dit à la patiente qu'elle va communiquer avec elle si les résultats sont préoccupants. L'adjointe ne parvient pas à joindre le service de radiologie.
Elle essaye encore 2 jours plus tard, mais toujours sans succès. Elle essaye enfin une 3e fois la semaine suivante, puis encore une fois, pas de succès. 3 mois plus tard, l'interniste rencontre la patiente à sa clinique pour d'autres raisons. Elle remarque que le rapport de la tomodensitométrie ne se trouve toujours pas dans le dossier de la patiente. Donc, cette fois-ci, elle obtient le consentement de la patiente pour que le dossier de l'hôpital lui soit transmis et pour obtenir une copie du rapport de la tomodensitométrie. Quelques semaines plus tard, l'interniste finit par recevoir le rapport qui confirme la présence d'une tumeur de 7,5 cm dans le pôle supérieur du rein droit, ainsi que des métastases hépatiques. Bon, après tout ça, on va directement passer à notre 5e sondage. Alors, on va se concentrer sur cette question sur le médecin remplaçant. Alors, si vous pensez à ce que le médecin remplaçant a fait, est-ce que ses efforts étaient raisonnables? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Au moins, cette fois-ci, les choix de réponse sont courts. OK. Je pense Alors, on vous encourage aussi, si vous avez choisi oui ou si vous avez choisi non, mettez-nous dans la fenêtre de discussion si vous êtes confortable. Pourquoi vous pensez vous avez mis cette réponse-là ou qu'est-ce que vous pensez que le remplaçant aurait pu faire autrement? Alors, on monte. C'est quand même divisé, hein? Oui, on a 69 des gens qui disent que c'était raisonnable et 31 qui disent que ce n'était pas raisonnable. Mais est-ce que vous avez des pensées de ce que le remplaçant aurait pu faire autrement? Ou des mesures à prendre dans ces situations-là? Si vous vous rappelez bien, le remplaçant avait fait une demande de test pour ensuite quitter la clinique pour retourner les soins des patients au médecin interniste régulier. OK, Nicolas nous écrit de refaire le test si le résultat n'est pas là. C'est certainement une possibilité. Je pense que ça s'appliquerait peut-être plus à l'interniste lorsque l'interniste est revenu à la pratique. On a Serge qui dit un manquement de secrétariat, qu'on aurait dû aviser le médecin de la non-réception. En effet, ça peut devenir une question de système aussi dépendant de si vous travaillez dans un hôpital ou dans une clinique privée, puis si la réception, c'est votre employé ou si l'hôpital est votre employé. Mais si vous pensez qu'il y a un manquement à ce niveau-là, ce serait important à suivre ça aussi. J'ai F. Rochelot qui a envoyé juste à moi. Je pense par ailleurs, le remplaçant aurait dû aviser l'interniste régulier, absolument. Donc, un transfert de soins qui aurait pu être fait. Oui, j'ai quelques suggestions aussi que je vois de mettre en copie conforme le nom de l'interniste. Alors, pour s'assurer que les résultats reviennent vraiment au bureau puis au médecin qui va être là pour recevoir les résultats. Téléphoner directement au département de radiologie. Que Luc dit, donc l'interniste, le remplaçant aurait pu téléphoner directement en radiologie pour avoir le résultat. Ouais, on voit que le remplaçant aurait dû faire un suivi auprès de la patiente s'il avait reçu une copie du test. Je pense que dans notre scénario, le remplaçant était parti avant que le test soit fait. Oui, oui. J'aime la suggestion de Dominique aussi que le remplaçant aurait dû signaler à l'interniste les cas critiques. Alors ça, c'est toujours une bonne idée en faisant des transferts de soins, de signaler les cas à suivre. Oui, Serge nous dit, à partir du moment où on cherche quelque chose, on ne doit pas abandonner. Ouais. Alors ça, c'est toutes des opinions de collègues par rapport aux soins. Alors ça peut vous donner une idée de ce que vos collègues pensent être des soins raisonnables aussi. Est-ce qu'on passe à la prochaine question? Oui, on va passer, parce que j'avais des petits problèmes techniques pour une seconde, moi aussi. Donc, on va passer à notre prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez des efforts du radiologue? Est-ce qu'ils étaient raisonnables, oui ou non? Je ne vois pas. Catherine, est-ce que tu vois la question de sondage, toi? Non, je la vois pas. Non, OK. Et si vous voulez mettre vos opinions par rapport à cette partie-là des soins dans la fenêtre de discussion, vous pouvez le faire. Alors, si vous vous rappelez, le radiologue avait vu cette trouvaille-là inattendue sur le CT, sur la tomo, puis avait envoyé le résultat
Puis Virginie, quand vous trouverez la question, oui, merci. Donc, encore une fois, la même question. Est-ce que les efforts de suivi du radiologue étaient raisonnables, oui ou non? Et puis, si vous voulez justifier votre réponse dans la fenêtre de conversation, ça serait super. Donc, les réponses rentrent. C'est bien partagé, en fait. On a déjà une certaine partie qui dit non, une certaine partie qui dit oui. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, de justifier votre réponse. Pourquoi vous pensez que c'est raisonnable ou pas raisonnable? Les radiologues, vraiment, de leur pratique, dépendent beaucoup des systèmes de l'hôpital, hein, Catherine? Oui. Oh, Lynn ici qui fait un commentaire, je me demande si le radiologue devrait appeler le médecin quand il a une trouvaille sérieuse, qui est un commentaire qui est tout à fait juste. En fait, s'il y a une trouvaille sérieuse, ça peut valoir la peine d'appeler le médecin pour s'assurer que ce résultat-là ne tombe pas dans les mailles du filet. C'est ça, Louise dit que dans le temps, on le recevait. Oui, puis ça dépend beaucoup des systèmes dans lesquels on travaille aussi. Il y a des systèmes où on s'attend à cet appel-là du radiologue, puis il y en a d'autres où c'est moins la pratique. Plutôt rare aujourd'hui, oui. Puis vraiment, si on travaille dans un système où c'est fiable, généralement, ça peut être moins une inquiétude aussi, mais ça dépendra probablement de la nature de la trouvaille aussi, puis de son urgence. OK. On va passer à la prochaine question. Oui, c'est peut-être un peu... ça va peut-être un peu plus intéressant. Puis là, moi, j'ai perdu mon... Et voilà. C'est l'interniste. L'interniste, oui. Elle, est-ce que ses affaires étaient raisonnables en revenant après son congé? Et encore une fois, on va vous demander de mettre dans la fenêtre de conversation pourquoi vous avez dit oui ou pourquoi vous avez dit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que l'interniste aurait pu faire autrement? C'est intéressant, c'est très partagé les réponses qu'on a. Puis vraiment, avec ces vignettes-là aussi, on n'a pas tous les détails, on a vraiment les grandes lignes. Souvent, les cas à la CPM dépendent vraiment des petits détails puis de comment les choses se sont passées vraiment de façon particulière, mais ça nous donne une idée de à quoi réfléchir dans nos propres systèmes. On voit ici qu'on est très partagé. Les résultats du sondage, c'est 50% oui, 50% non. Je vois plusieurs, Serge, puis Pat, puis Dominique qui nous disent tous que vraiment l'interniste aurait dû insister puis courir après ce résultat-là un peu plus fort. Oui. Oui, je pense que c'est le thème qui ressort ici. Tout le monde dit de fermer la boucle finalement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est même si on n'avait pas tous les détails et que les résultats étaient partagés, vous avez vous-même déterminé ce qui est un effort nécessaire pour les médecins impliqués dans le cas qu'on vient de décrire. C'est sûr qu'avec plus de détails, probablement qu'on aurait réussi à avoir un résultat qui était un peu moins partagé que le 50-50 qu'on a vu, mais c'était vraiment pour illustrer que c'est la façon dont les décisions sont prises selon les opinions de nos pairs et des experts dans le milieu dans lequel on travaille. Alors, on va maintenant revenir à une autre question qui vient souvent, puis je pense qui est déjà survenue dans le chat. Est-ce qu'on peut être tenu responsable de résultats qu'on n'a jamais vus? Alors, si vous n'êtes pas le médecin prescripteur, vous n'êtes jamais mis au courant qu'un examen est prescrit, on ne peut vraiment pas raisonnablement s'attendre à ce que vous soyez responsable du résultat. Alors, par exemple, on peut penser au cas d'un patient qui, par exemple, va à une clinique préopératoire puis qui reçoit un rayon X des poumons avant une opération élective. Si la radio démontre une trouvaille inattendue, mais que le rapport n'est jamais envoyé ni au chirurgien ni au médecin de famille, il ne serait pas responsable de penser que ces médecins-là auraient l'obligation d'y faire suivi. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans un cas similaire à la CPM où la décision du collège était qu'il serait injuste de faire porter le fardeau de la responsabilité à un médecin de famille pour le suivi du résultat lorsqu'il n'avait eu aucune connaissance du test. Mais évidemment, c'est tout à fait autre chose si on l'avait demandé, le test, ou si on en a reçu une copie. Alors, on va maintenant entamer notre troisième objectif, puis discuter des éléments d'un système de suivi des résultats qui favorisent les soins médicaux sécuritaires.
Alors, on va revenir à notre beau diagramme de continuum pour illustrer ce que la science de la sécurité démontre, ou safety science en anglais. Puis c'est que les incidents néfastes pour la sécurité des patients sont rarement le résultat d'une seule erreur ou d'un seul manquement, mais plus souvent le résultat de défaillances à plusieurs étapes de la prestation des soins. Comme vous l'avez vu dans le cas avec l'interniste puis son remplaçant, il y a eu un peu des accrochages à plusieurs niveaux du système pour enfin qu'il y ait un retard de diagnostic. Vous avez tous probablement entendu parler du modèle de James Reason où une barrière de défense placée à une étape unique d'un processus est comparée à une tranche de fromage suisse. Alors, chaque barrière de défense peut avoir ses faiblesses inhérentes, tout comme les trous dans la tranche de fromage. Mais les défaillances du processus en entier surviennent quand un incident traverse un des trous, mais à chaque étape. Alors, on peut comprendre que lorsqu'on a des redondances dans notre système ou des procédures pour capter les erreurs ou les défaillances, en sachant que chaque tranche à elle-même n'est pas parfaite, on peut prévenir plus de préjudices qu'avec une seule tranche ou un seul processus. Donc, on va regarder un petit peu de plus près qu'est-ce que vous faites avec vos patients ou avec vos collègues pour renforcer votre système de suivi de résultats. On aimerait ça entendre vos idées. Vous pouvez activer votre microphone et parler ou inscrire vos idées dans la fenêtre de chat. Qu'est-ce que vous faites pour renforcer votre système de suivi? Le portail de Montfort, et voilà. Alors, pour les patients. D'impliquer les patients. Oui. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard, Oui, mais absolument. Oui. Puis ça, on n'en avait pas parlé. On a eu plusieurs exemples avec notre cas un peu plus tôt de ce qu'on peut faire ou où il peut y avoir des trous, mais on n'a pas parlé d'impliquer le patient. Donc, Julie parle d'un message à soi-même dans le futur. Donc, si on sait qu'il y a un résultat qui nous inquiète, s'envoyer un message pour se rappeler d'aller suivre le résultat, absolument. Puis les DME ont toutes sortes de différentes techniques dépendant du DME pour se faire des rappels ou des ticklers dans certains DME ou des messages à revenir dans le futur. Ouais. Ça dépend vraiment du DME auquel vous avez accès. Si vous n'êtes pas familier avec toutes les façons que votre DME peut appuyer vos soins, vous pouvez toujours aussi être en contact avec votre vendeur. Serge parle encore d'impliquer le patient, donc mentionner au patient que l'examen est pertinent et que le suivi devrait survenir. Donc, impliquer encore le patient activement dans ses soins. On va aussi établir une liste de tous les tests qu'on demande pour chacun de nos patients. Puis, je veux dire, dans un monde idéal, c'est ça qu'on aurait. Puis, on espère peut-être qu'un jour, les DME vont appuyer ce genre-là de système, mais pour l'instant, avec tous les systèmes qui existent, c'est vraiment très, très difficile de faire de cette façon-là, je pense. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui ont réussi à avoir un système de ce genre-là qui fonctionne bien. Puis on revient à Lynn qui demande aussi aux patients de faire un rendez-vous, donc encore une fois, d'impliquer le patient dans leurs soins. Oui, puis on voit aussi quand on remplace un collègue ou quand on donne des soins où on a la relève d'un collègue, de transmettre un message. Donc, d'aviser le collègue qu'il y a un résultat important à faire suivi. OK, bien merci pour toutes ces idées intéressantes. Je mets un Serge qui dit aussi, je mets un rappel qui va dans ma boîte de DME dans un délai de quelques semaines pour voir si tout est reçu. OK, donc encore une fois, un rappel à soi-même. OK. Donc, comme certains d'entre vous l'avaient identifié, puis comme Catherine a discuté un petit peu plus tôt, on peut incorporer des systèmes de redondance et ce, dès qu'on prescrit un examen. Alors, on peut revenir à nos patients. Puis comme vous l'avez souligné dans la fenêtre de chat, même si on ne peut pas déléguer entièrement la responsabilité du suivi des résultats à nos patients, leur participation dans leurs soins, c'est vraiment une façon importante d'intégrer un élément de redondance au système et de donner des soins centrés sur le patient. Alors, comme Catherine l'a mentionné avant, ils peuvent décider de ne pas y aller faire un test qu'on leur demande. Puis on ne peut pas les obliger de faire un test contraire à leur volonté, mais il faut s'assurer que c'est une décision éclairée de leur part, puis s'assurer de documenter ça dans le dossier, qu'on a discuté avec eux de l'importance d'un examen, surtout si c'est un test que nous, on croit qui est très important pour leur santé. Puis la prise de décision partagée peut aider à l'adhérence au plan de traitement aussi.
Alors, en expliquant clairement la raison de l'examen, les risques de ne pas le faire et expliquer le suivi qui est requis, où, quand et comment ça peut vraiment venir appuyer notre système de suivi des résultats. On peut aussi utiliser des documents qu'on peut remettre aux patients qui peuvent servir d'aide-mémoire pour le patient et de documentation pour nous. Il y a toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser pour aider nos patients au suivi de leurs résultats d'examen. Un document que moi, je trouve particulièrement utile, c'est la fiche à remettre aux patients qui est préparée par le AHRQ, qui contient des informations quant au motif de l'examen. Et puis, quand est-ce que le patient peut s'attendre à avoir des nouvelles du résultat, quand communiquer avec le bureau du médecin et le plan de suivi. Puis en plus, cette fiche-là peut servir de documentation si elle est versée au dossier. Alors ça, c'est une fiche qui est disponible au site de l'AHRQ. Je crois que la traduction en français est disponible sur notre site Web. Mais vous pouvez toujours l'adapter à vos besoins ou même créer un gabarit semblable pour votre propre dossier électronique qui s'ajuste à vos besoins et à votre fonctionnement. Puis si vous choisissez d'utiliser une telle fiche, clairement, on suggère toujours d'en retenir une copie au dossier. Alors, vous pouvez soit faire un gabarit puis le remplir électroniquement dans le dossier pour en imprimer une copie à votre patient ou l'inverse, le faire sur papier puis en faire un scan. Pour ce qui est de l'étape des examens effectués, on a déjà discuté d'impliquer nos patients à l'étape de la prescription d'examen pour s'assurer qu'ils comprennent l'importance de l'examen demandé. Puis, on a discuté aussi afin d'éviter qu'un examen important glisse entre les mailles du filet. Comme vous l'avez mentionné vous-même, ça peut être utile d'identifier les patients ou les scénarios cliniques qui vous inquiètent, les cas où vous croyez que le risque d'une condition sérieuse ou d'un résultat anormal est plus élevé. C'est clair qu'on ne peut pas toujours tout prédire. Il y a des choses qui arrivent auxquelles on ne s'attendait pas, mais souvent, on a une bonne idée de ce qu'on va trouver à l'examen. Dans ces cas-là, dans ceux qui nous inquiètent particulièrement, ça peut valoir la peine de s'assurer d'avoir un rappel en place à un certain moment dans le futur pour s'assurer que le test a été fait et que le résultat a été obtenu. Alors, il y a tout plein de stratégies qu'on peut incorporer pour aider à notre système. Puis, on peut vous présenter quelques stratégies que nous ont proposées certains participants à notre atelier de suivi des résultats de tests par le passé. Alors, on a discuté de la priorisation des examens, mais on peut aussi tirer avantage de notre DME, par exemple en configuration des alertes, comme vous l'avez mentionné, en attribuant des tâches à un temps prédéterminé. Alors, il y a beaucoup d'alertes dans les DME qui dérangent, par exemple, mais on peut vraiment tirer profit de certains systèmes d'alerte. On peut établir les normes qui déclenchent des actions spécifiques, des définitions d'alerte ou des reminders dans certains DME lorsque certaines conditions sont rencontrées. Ou si on peut les relier à un certain examen ou une certaine procédure. On peut aussi impliquer notre personnel en s'assurant que le personnel est bien formé, en leur attribuant certaines tâches de suivi, puis en déléguant la responsabilité de s'assurer que les informations de contact sont à jour. Alors ça, c'est vraiment une partie importante du système à se rappeler, d'être capable de joindre le patient. Ça peut rendre ça très, très difficile de faire un suivi approprié quand les patients ne sont pas joignables. On reçoit plusieurs appels à ce sujet-là à la CPM. Puis quand le personnel est impliqué avec les processus d'amélioration puis les suivis, souvent, ils se sentent mieux impliqués dans les soins en tant que membre de l'équipe. Alors, ça peut aussi aider au fonctionnement de l'équipe quand tout le monde est impliqué. Puis, on peut aussi ajouter l'implication du patient à l'étape de la vie des résultats par l'entremise des portails patients, comme aussi vous l'avez mentionné, qui permettent de plus en plus aux patients d'avoir accès aux résultats très rapidement. Alors, on peut les avertir quand nous contacter puis quoi faire. Alors, il y a certainement d'autres approches novatrices parmi vos collègues dans vos cliniques et vos environnements de pratique. Alors, en parler avec vos collègues, ça peut aider aussi à trouver des bonnes solutions. On a mentionné les portails patients déjà quelques fois. J'aimerais ça m'attarder quelques instants sur ce sujet-là. Aussi parce qu'on nous a mentionné que c'était une inquiétude pour certains d'entre vous. Et puis, c'est aussi un sujet sur lequel on reçoit beaucoup de questions à la CPM. Les portails patients, c'est clair que ça fait maintenant partie de notre nouvelle réalité. C'est sûr que l'idée qu'un patient puisse avoir accès à un résultat d'examen avant même qu'on puisse le visualiser peut causer de l'anxiété.
Mais avec les portails patients qui sont maintenant la norme plus que l'exception, c'est important de trouver des façons de les intégrer dans notre pratique clinique. Et puis, il y a déjà quelqu'un qui a mentionné dans la fenêtre de conversation un petit peu plus tôt que ça permettait d'impliquer les patients dans leurs soins. Donc, en effet, ces portails patients-là peuvent être utiles et ils servent à fournir une redondance supplémentaire pour notre système de gestion de résultats. C'est certain que ça ne peut pas être notre seul recours. C'est clair qu'on ne peut pas décharger toutes nos responsabilités de suivi d'examen exclusivement aux patients, mais ça peut quand même définitivement aider. Alors, une des choses qui peut être utile pour gérer la situation, c'est de discuter avec le patient des possibilités de résultats au moment de la prescription d'examen et du processus de suivi que vous attendez qui va se passer. Alors, comme Catherine l'a dit aussi, il y a toujours des situations où il se produit des choses qu'on ne s'attendait pas, mais la plupart du temps, on peut un peu prédire qu'est-ce qui va arriver puis quelles sont les prochaines étapes. On peut expliquer aux patients que l'interprétation d'un résultat doit se faire dans un contexte clinique. Donc, avec nos patients très, très anxieux, qu'un résultat qui est peut-être à l'extérieur de la normale, ce n'est pas nécessairement une raison d'être anxieux, surtout avec toutes les différentes mesures d'une formule sanguine complète, par exemple. Puis ça peut être prudent, si possible, de s'assurer qu'un patient ait une façon de joindre le bureau ou quelqu'un de l'équipe médicale s'ils sont très, très anxieux ou s'il y a un résultat qui les surprend ou un résultat qu'on les avertit qui serait important de boucler la boucle avec l'équipe s'ils voient ce résultat-là apparaître dans leur portail. Alors, de savoir comment refaire contact avec l'équipe, ça va être important. Alors, c'est quelques stratégies dont on a discuté. Ils ne représentent pas nécessairement une liste exhaustive de toutes les possibilités, de toutes les choses qu'on peut faire. Alors, les outils que vous allez choisir vont dépendre du système dans lequel vous travaillez, puis de ses forces et de ses faiblesses particulières. C'est vraiment à chacun d'entre nous d'examiner notre système de suivi, puis de déterminer où se trouvent les forces et les faiblesses, puis quelles stratégies on pourrait mettre sur pied pour éviter les manquements. Donc, en résumé, un système efficace de suivi de résultats devrait avoir un système de redondance et devrait établir clairement qui reçoit les résultats, qui devrait les recevoir en l'absence du professionnel de la santé qui a prescrit l'examen, comment les résultats sont communiqués, quels résultats nécessitent un signalement rapide, dans quel délai les résultats doivent être communiqués, comment documenter les résultats dans le dossier d'un patient, qui informe le patient des résultats et de quelle manière. Ce qui est important de réaliser aussi, c'est que tout petit changement ou toute amélioration individuelle qu'on apporte à notre système, à l'une ou à l'autre des étapes, peut ne pas être assez pour prévenir l'ensemble des préjudices. Par contre, lorsqu'il y a plusieurs améliorations qui sont incorporées à des différentes étapes du continuum, on peut vraiment avoir un impact majeur sur la sécurité globale du système en créant un filet de sécurité qui peut, dans ce cas-ci, capter les défaillances. Je trouve le concept de changement par palier graduel qui est particulièrement utile lorsqu'on parle d'améliorer la fiabilité de nos systèmes de suivi. L'idée vraiment, c'est de commencer par un petit changement. Il faut que ce soit quelque chose de réaliste, quelque chose qui fait appel aux ressources dont vous disposez. Il faut se concentrer sur les changements qui peuvent avoir un impact sur votre pratique. Commencer par des objectifs réalistes et puis ça permet de conserver le moral et la confiance nécessaires pour affronter les problèmes qui sont plus importants et plus complexes. Une autre chose qu'on peut faire, c'est même développer des objectifs spécifiques qui pourraient être utilisés pour le programme d'amélioration de la qualité de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Alors, vraiment, la tâche peut sembler grande. En commençant par apporter des petits changements par palier graduel, on peut améliorer notre système et le rendre plus fiable. Il faut se rappeler qu'aucun système n'est complètement parfait. Puis, ça peut être utile de célébrer nos succès, même les petits, pour maintenir ce momentum-là de l'esprit d'amélioration. Puis enfin, on ne peut pas terminer une présentation de la CPM sans mentionner explicitement la documentation. Alors, une bonne tenue de dossier, c'est vraiment toujours le meilleur élément de preuve des soins prodigués. Puis, la façon la plus efficace, c'est de se rappeler des conversations qu'on a eues avec nos patients, puis le plan de traitement pour nous, puis pour le reste de l'équipe. Au point de vue de médico-légal, une documentation qui est effectuée de façon contemporaine avec les soins, considérés par les tribunaux comme étant la preuve la plus fiable des événements de ce qui s'est passé durant la consultation. Alors, c'est important de penser à documenter le plan clinique, les circonstances, les détails des discussions ou au minimum qu'une discussion s'est produite.
mais surtout si un patient refuse un examen ou un traitement ou si un plan a été modifié pour accommoder des circonstances particulières. Oui, puis on consigne souvent sans problème ce qui se passe durant la consultation, mais il y a d'autres événements qu'on oublie des fois. Par exemple, toute communication par rapport aux soins prodigués à un patient devrait être consignée au dossier, que ce soit un téléphone, un courriel ou toute autre forme de communication. C'est important aussi de vous assurer de capter l'information par rapport à si un patient reporte un rendez-vous ou annule son suivi. Dans le cas du suivi des examens, consignez vos discussions. Par exemple, si vous avez discuté avec un patient son refus de subir un examen, mettez-le au dossier. C'est important aussi de documenter vos efforts lorsque vous tentez de rejoindre un patient pour faire un suivi des résultats. Donc, les appels, les messages laissés, toute autre forme de communication que vous avez entreprise pour rejoindre le patient. Bon, alors je vois qu'il y a quelques petites questions, puis on est rendu à la fin. On va juste vous laisser avec nos 4 messages clés, puis on va répondre à autant de questions qu'on le peut. Alors, nos messages, c'est le médecin est responsable du suivi des résultats d'examen qu'il prescrit. Un système d'examen devrait être fiable, efficace et sécuritaire. Une documentation complète des efforts de suivi des résultats d'examen est essentielle. Et enfin, une bonne communication avec les patients et les membres de l'équipe est essentielle pour assurer un suivi des résultats d'examen. Donc, on vous laisse avec quelques ressources utiles, puis on vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. Et puis là, maintenant, il va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je vais vous demander cependant de vous en tenir à des questions d'ordre général pour protéger la vie privée de nos patients. Parce que si vous avez des questions qui concernent une situation particulière ou un patient spécifique, dans ce cas-là, on vous invite à appeler un de nos médecins conseils à l'association pour que vous puissiez recevoir des conseils appropriés et spécifiques à votre cas particulier. Alors, écoutez, merci. Alors, j'invite tout le monde. Alors là, je ne sais pas si je suis soulagée ou stressée, mais en tout cas, je suis bien informée. Je vais peut-être commencer. Vous avez parlé beaucoup que les patients refusent des tests. Moi, ce que je vois à mon bureau, c'est qu'ils acceptent tout, mais ils ne vont pas. Comme ils me disent, oui, 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 je vais y aller, mais quand que le rendez-vous il est là, ils ne vont pas, puis loin des yeux, loin du cœur. Est-ce que c'est la même chose qu'un refus, mais que je n'étais pas au courant qu'ils refusaient? Qui peut être important en rétrospective dans ce genre de cas-là, c'est que ce soit documenté dans le dossier, que l'importance de l'examen puis le suivi à faire soit adressé avec le patient. Alors, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être exhaustif dans le dossier, là, mot pour mot, mais si le patient peut comprendre pourquoi le test est important, pourquoi ils le font, c'est important. Puis ensuite, encore une fois, ça va changer. L'importance va changer dépendant de l'importance que vous accordez au test aussi. Alors, si c'est un test où on pense fortement qu'il y a une chance qu'un patient ait quelque chose d'urgent ou quelque chose qui a besoin d'un traitement, comme un cancer, par exemple, ce serait peut-être une bonne idée de l'expliquer au patient à quel point le test est important. Alors, des fois, ce qui arrive dans les cas qu'on voit à la CPM, c'est que le patient va dire après, je ne savais pas que c'était important, je ne savais pas qu'il fallait que ça se fasse rapidement. Puis, des fois, c'est le message de l'importance du test n'est pas bien transmis aux patients. Alors, c'est là où on peut peut-être aider à diminuer ce risque-là. Donc, je pense qu'en fait, ça revient vraiment à la documentation. Si c'est un test qui est super important, puis qu'on en a discuté avec le patient, de s'assurer que c'est clairement écrit dans le dossier, clairement consigné, qu'on a discuté l'importance du test avec le patient. Excellent. Alors, j'essaie de regarder d'autres questions. Il y a Julie qui a la main levée. Okay, vas-y, Julie. C'était juste trouver le mute. Je l'avais tapé aussi, mais je trouve que souvent, je m'envoie un message futur pour quelqu'un que je ne suis pas trop certaine qui sont fiables et qui vont faire leur prise sanguine, par exemple. Puis là, c'est un message laissé encore au patient pour dire « Ah, vous n'avez pas fait votre prise sanguine, ça fait déjà 1 mois, s'il vous plaît, complétez le test. » Puis parce que je m'envoie des messages futurs comme généralement aux 2 semaines ou au mois, je vois souvent pour des patients qui ne font jamais la prise ou ça leur prend comme 3, 4 appels pour leur faire éventuellement compléter le test. Puis je trouve ça très onéreux.
Puis je me demande à quel point je trouve que moi, je prends trop la responsabilité pour eux autres. Puis en efficacité, c'est combien de travail de notre part, puis à quel point ça devient la responsabilité du patient qui doit juste compléter le test, puis faire leur part de leurs soins. C'est sûr, c'est jamais une question qui est facile à répondre. Je pense que ça fait appel encore au concept d'effort raisonnable. Puis ça dépend encore une fois de ce qu'on s'attend à trouver, de l'importance du test, parce que c'est sûr qu'un effort raisonnable va changer si c'est pour une formule sanguine de routine ou si c'est pour un test pour détecter une maladie qui pourrait avoir un impact sur la vie du patient. Puis comme on en a discuté, c'est vraiment quelque chose qui est difficile de savoir à l'avance. C'est plus en rétrospect qu'on regarde ça, est-ce que c'était raisonnable ou c'était pas raisonnable. Puis peut-être que Catherine aura un petit peu plus à dire là-dessus, mais finalement, ça dépend vraiment de l'importance du test. Et puis, on en revient à la documentation encore. Qu'est-ce que vous avez consigné? Vraiment s'assurer d'avoir consigné les efforts que vous avez faits, de quoi vous avez discuté avec le patient pour que ça soit très clair que le patient était au courant de l'importance du test. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que ça a été fait? Je ne sais pas si, Catherine, tu as autre chose à rajouter. Oui, c'est à peu près ça. Si un patient choisit de ne pas faire un test, je veux dire, ça revient à eux, c'est leur décision. C'est important d'avoir cette discussion-là avec eux pour qu'ils sachent c'est quoi le risque d'avoir un délai dans ce test-là. Tant que vous soyez confortable, que vous offrez encore des soins de bonne qualité sans le test, je veux dire, ça devient toujours un peu plus compliqué quand les patients ne font pas des tests de monitoring pour des traitements médicamenteux, par exemple. Là, ça devient une question, est-ce qu'on peut encore continuer de leur offrir le traitement sans le monitoring? Mais ça dépend un peu de la situation puis de la discussion qu'on a avec nos patients par rapport aux risques auxquels eux s'exposent en refusant de faire le test que nous, on recommande comme médecin. Excellent, Louise. Merci beaucoup pour une excellente présentation. J'aimerais tellement de questions et je pense qu'on pourrait faire juste 1 heure de Q&A, mais on apprécie énormément. Ce qu'on se demande, on a de plus en plus d'inquiétudes face au copy-paste des consultations à l'hôpital. Je dis à l'hôpital, c'est probablement dans d'autres contextes aussi, mais c'est ce qu'on voit beaucoup. Les erreurs sont répétées et il n'y a vraiment aucun autre contexte dans notre vie où quelqu'un peut copier ce qu'on a écrit, créé et le prendre pour eux. Alors, on voit ça beaucoup dans les résumés de congés en réadaptation cardiaque. On revoit les dossiers, donc on est aussi bien de travailler à CMPA. On voit tous les trous entre toutes les chaises. Mais justement, cette copie-collée, est-ce qu'il y a des régulations? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce que c'est juste nous autres? Parce que les erreurs sont répétées, copiées, et même si tu essaies de corriger, c'est pas dans le système duquel ça a été copié. Donc, peut-être juste 2 mots là-dessus, même si ça mérite toute une conversation. Merci. C'est en effet un risque de faire du copier-coller du dossier, puis le médecin qui copie des informations pour les coller ensuite dans leurs notes aurait la responsabilité de s'assurer que les informations qu'eux consignent ou reconsignent au dossier sont exactes. Ça fait partie, on avertit les résidents quand on fait la présentation aux résidents de ce risque-là. Je sais que c'est très tentant, je pense, aux gens de faire ça. C'est plus rapide, mais comme vous l'avez bien souligné, ça mène souvent à des erreurs quand ces informations-là ne sont pas vérifiées. Alors, c'est une pratique à risque. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire au sujet. Non, c'est ça, c'est une pratique à risque. On voit, vous n'êtes pas toute seule, là, on voit ça partout. En fait, c'était une partie de la présentation que j'ai donnée il y a quelques semaines à la Journée Montfort. Donc, c'est peut-être là aussi dans vos archives, mais c'est définitivement une pratique à risque. Et puis, c'est important
d'y être au courant. Puis on le sait, on le voit, là, c'est associé avec des risques médico-légaux et puis des risques à la sécurité des patients, définitivement. Quand vous êtes tous ici comme groupe d'un établissement ou d'un groupe élargi de pratique, c'est peut-être une bonne situation d'avoir ces discussions-là puis d'essayer d'établir quelles seront les pratiques acceptables dans votre institution. C'est quand même nouveau, puis on découvre les grands risques des DME côté très large. Alors, si on voit qu'il y a comme ça un problème dans notre système, ça vaudrait peut-être la peine comme groupe de médecins d'essayer de l'adresser. Mais comme médecin individuel, vous avez probablement une capacité limitée de changer toute la machine. Mais d'essayer de l'adresser, c'est quand même important. Alors, écoutez, je vais juste en profiter parce qu'il est 9 heures. Je ne sais pas si les deux Catherine ont quelques minutes de plus pour rester. Si oui, ce que je vais demander aux gens qui sont là de bien remplir l'évaluation pour aujourd'hui et vous rappeler que la prochaine session sera le 31 mai, puis ça porte sur la morbidité, mortalité. Y a-t-il des leçons à tirer? Alors, les prochaines matinées du savoir. Alors, ceux qui doivent quitter, pouvez quitter, mais si les deux Catherine peuvent rester, il y a peut-être quelques questions qu'on pourrait répondre encore ensemble. Ah, absolument. Excellent. Avec grand plaisir. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous avoir accueilli. C'est moi qui vous remercie. Alors, écoute, dans une couple de questions qu'il y a dans le chat, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es à l'hôpital? Tu demandes un examen, mais le test se fait plusieurs mois plus tard. Puis toi, tu n'es même plus en ville. Là. La responsabilité devient à qui? Parce que c'est le médecin qui prescrit, je comprends, mais si tu n'es physiquement plus là, est-ce que ça devient toujours ta responsabilité? Ça, c'est une des questions dans le chat. On a discuté aussi un petit peu c'est sûr que la responsabilité reste avec le médecin prescripteur, mais une partie de responsabilité-là, ça peut être de déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, si on a un test qu'on a commandé qui est à risque en fait, on est un peu inquiet du résultat ou peu importe, c'est un résultat qu'on doit suivre, tout simplement, c'est pas toujours simple, mais de s'assurer que le suivi va être fait par quelqu'un d'autre. Donc, déléguer au prochain médecin, au médecin remplaçant, déléguer à quelqu'un d'autre le suivi de ce test-là. Et on a parlé de système de redondance. Ça peut être utile aussi, c'est sûr qu'on ne peut pas décharger tout au patient, mais de discuter avec le patient qu'on n'y sera plus. Donc, ce serait important que cette personne-là, après le test, fasse un rendez-vous de suivi. Donc, de mettre quelques systèmes de redondance en place et de déléguer. Puis c'est quelque chose qu'on suggère à la CPM qui soit inclus dans les contrats aussi. Si on fait des locums ou des contrats à court terme, que la question de suivi des résultats après notre départ soit incluse dans le contrat. Bonne idée, une bonne idée. Les autres questions, c'est que des fois, il y a énormément d'attentes. Alors, on ne sait pas c'est quoi le délai raisonnable d'un test, surtout avec la COVID. Là, maintenant, ça peut prendre jusqu'à un an et demi. C'est quoi un délai raisonnable pour qu'on puisse pousser les tests? Là, où la COVID pardonne beaucoup de choses? Vous en posez des bonnes. Mais ça, c'est une question, je pense, qui est difficile pour tout le monde. Puis encore une fois, ça va dépendre du test, du patient, de l'urgence du test et tout ça. D'être capable de démontrer qu'on a adressé la question, ça va être important. Donc, de discuter avec le patient qu'il y a des délais plus qu'on aimerait, de leur souligner quoi surveiller en attendant le test, en attendant la consultation avec le spécialiste, pendant qu'on sait qu'il va y avoir des délais plus longs qu'on s'attendait. Quand revenir, comment être en contact avec l'équipe de santé, puis c'est quoi les signaux d'alerte, quand revenir plus tôt vers des soins pour faire passer le test de façon plus urgente, ce serait important. Excellent. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Ceux qui sont restés là, je ne sais pas si vous avez des questions que vous pourriez demander comme ça. Parce qu'il y a plusieurs questions qui portent à ton atelier, Catherine, que tu as donné au Journée Montfort. Là. Alors, c'était quelque chose qu'on pourra reparler. On offre cette formation-ci qu'on a réduite à 1 heure. On l'offre sous forme de 3 heures, un atelier plus interactif où les participants ont la chance de travailler en petits groupes des solutions possibles à leurs problèmes de suivi de résultats. Puis ensuite,
de faire une connexion avec un programme de coaching pour le changement qu'on offre à la suite du programme. Alors, s'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés puis veulent en travailler un peu plus, d'aller sur notre site web sous l'onglet d'éducation puis de penser à vous enregistrer. Il y aura un peu de revue, mais je pense que le sujet quand même vaut la peine de revoir pour la question des détails, puis si vous êtes intéressé de le prendre puis d'y aller un peu plus loin, c'est une bonne option. Oui. On revoit tout ça de façon un peu plus approfondie que ce qu'on a le temps de faire, évidemment, en 45 minutes. Parfait. Non, c'est rapide. Ça nous donne, tu sais, le but, c'est de créer un besoin pour aller faire votre site après pour voir que c'est vraiment, il y a des solutions à un problème qui nous fait peur. Alors, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des questions? Parce qu'une autre question, c'était les alternatives au copier-coller. Est-ce qu'il y a des cas confirmés de faux professionnels dus à des copier-coller? Alors, je suppose que oui et oui. C'est sûr que dans les cas de la CPM, il y a souvent plusieurs facteurs qui contribuent à une décision. Fait que c'est difficile de dire oui, c'était justement à cause du copier-coller, mais c'est définitivement un facteur qui contribue à des incidents au niveau de la sécurité des patients et puis qui crée des risques médico-légaux, absolument. Puis le copier-coller en fin de compte pourrait être correct quand on soit confiant que les informations qu'on copie puis qu'on colle sont en fait exactes. C'est ça, parce que j'ai l'impression que l'électronique, tu sais, moi, je fais 30 ans que je fais de l'hôpital, alors, tu sais, c'était correct dans les notes. Bien, je ne sais pas si c'était correct, mais souvent on écrivait stable, rien de nouveau. Mais là, dans les notes électroniques, on se sent coupable de juste écrire ça parce que maintenant que c'est tapé, on dirait qu'on se doit ou on a l'impression de mettre plus d'informations. Et des fois, on se retrouve avec un ballonnement des notes et puis on ne voit plus l'information qui est en fait essentielle. Exactement. Ouais. Alors, écoutez, s'il n'y a pas beaucoup de questions, je vais vous remercier formellement. Merci beaucoup, c'était vraiment bon. Je ne pense pas que ça va être la dernière fois qu'on va vous parler. J'ai l'impression que c'est un début là, parce que un changement de culture, ça prend un petit peu de temps. Alors, je pense que c'est un début de se sensibiliser. Alors, merci beaucoup. C'est autant que ça nous fait peur, je pense que vous êtes là pour nous aider à ne pas avoir peur et faire le meilleur travail qu'on peut pour nos patients. Alors, merci à vous deux et on se reparle bientôt.